Bonjour pour cette nouvelle interview dans le projet 108 femmes interviewées qui osent leurs rêves en action. J'aime bien dire, tout est dans le titre finalement. Le féminin qui réceptionne et l'action, donc qui est en lien avec le masculin, sachant que le 108 est le numéro magique de l'union du masculin et du féminin. Aujourd'hui, je reçois Sarah. C'est le 100e interview. Je me dis, waouh, 100e interview, encore 8 interviews et le projet sera bouclé. Et après, d'autres choses vont s'annoncer. Mais pour l'instant, voilà. Donc, merci à toi, Sarah, d'être là pour venir nous parler du rêve en action, peut-être réalisé ou en cours de réalisation, ou que tu souhaites partager pour le futur, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que de l'autre côté, vous allez bien. Je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, à partager et à être attentif parce que toutes ces femmes qui viennent partager nous donnent des pépites, nous transmettent des savoirs, des connaissances qu'elles ont engrangées, je dirais, sur leur chemin et qui pourraient peut-être bien vous parler et puis peut-être bien à quelqu'un d'autre de votre entourage. Donc voilà, je te laisse la parole, Sarah, pour que tu puisses te présenter à nos auditeurs, auditrices. Merci Bénédicte pour ton accueil. Alors effectivement, tu m'as proposé de venir parler de mes rêves. Et pour la présentation, alors moi, me présenter, ça a toujours été un exercice ultra compliqué parce que ça demande du coup de se définir et moi, j'aime pas me définir. Enfin, c'est compliqué pour moi de me définir, de me rentrer dans une case ou de devoir me restreindre. Du coup, comme je sais que tu aimes bien ça aussi, est-ce que c'est possible pour toi de plutôt me poser des questions éventuellement sur certains sujets ou alors on rentre directement dans le vif du sujet en parlant des rêves et ça me permettra de me présenter au fil de l'eau, quoi. Ben, écoute, j'accueille cette proposition. Alors moi, poser des questions, voilà, donc je propose qu'on aille directement rentrer dans le vif du sujet, au sujet du rêve, et Ok. que mes questions vont t'amener en tout cas à dévoiler des parts de toi que tu as bien envie. Certainement avec une certaine audace, je dirais. Voilà, cette envie de partager. Une des questions que je pose en général aux femmes, c'est de quel groupe tu te sens, team ou groupe, peu importe. Est-ce que tu te sens plus une femme qui a toujours rêvé et suivi ses rêves comme une vocation, une aspiration peut-être artistique ou une envie de recherche un peu scientifique, enfin quelque chose où il y a des gens comme ça, ils démarrent la vie, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent et ils y vont à fond les manettes. Il y en a d'autres, ils suivent un cursus plus classique, l'école, les formations, un choix d'orientation plus ou moins voulu, peut-être qu'ils suivent peut-être une direction familiale ou sociétale. Et puis, sur ce chemin-là, à un moment donné, il y a un truc qui arrive, peut-être une maladie, un burn-out ou le décès de quelqu'un ou quelque chose, ou un état de conscience qui arrive de manière assez brutale, en disant, là, il y a un truc qui va pas, je vis pas véritablement, j'ai besoin que ma vie ait plus de sens et j'ai envie d'aller rêver un petit peu. Il y a aussi le groupe des femmes qui ont réalisé leurs rêves, mais ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'elles ont suivi leurs aspirations, elles sont là. Et puis des fois, c'est presque, ouais, bof, ma vie, bof. Comme s'il y avait un manque de reconnaissance, un manque de conscience sur le chemin parcouru. Et d'un seul coup, il y a un truc qui fait, ah, mais j'ai réalisé ce rêve. Ah, puis j'ai fait celui-là aussi. Ah, mais ça aussi, je l'ai fait. Et d'un seul coup, on se pose et on regarde sa vie en disant, waouh, quel chemin j'ai parcouru. Et d'un seul coup, il y a un état de conscience qui est. Et puis, ma foi, il y a aussi celle où, il y a un petit peu de tout. C'est un petit peu parsemé. C'est pas aussi tranché. De quel groupe tu te sens le plus? Ton micro est fermé. Je l'avais refermé. Oui, du coup, je me sens justement un peu de chacune des catégories, c'est-à-dire une partie de ma vie, notamment la construction, on va dire, de jeunes femmes, où
évidemment qu'il y avait un peu ce parcours par l'éducation menée, donc voilà, avec des parents qui sont engagés pour nous ouvrir le champ des possibles le plus grand, donc qui nous encouragent à faire des études, qui nous ouvrent à plein d'activités. Donc moi, je fais partie de cette équipe-là. J'ai eu la chance de quand même choisir les activités en question. Donc voilà, j'ai fait de la danse, j'ai fait beaucoup de musique, voilà, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait des longues études, mais avec à chaque fois quand même cette petite touche personnelle de, alors on me propose de faire le parcours d'élite, mais moi je dis oui, mais là je m'y retrouve pas trop, je suis bonne en maths, mais moi ce qui me passionne, c'est les sciences du vivant, c'est les sciences de la terre, c'est la biologie, donc je cherche ce qui, dans leur ligne, dans leur cadre, si on veut, me correspond et fait Oui, sens pour moi. Voilà, ce qui anime mon parcours, c'est vraiment ça, c'est cette quête de sens profond et aussi ce besoin et cette envie d'utilité. oui. Voilà, et puis après, il y a des rêves qui apparaissent, hein, comme dans toute vie, les rêves d'enfant, les rêves après, quand on évolue en tant qu'adulte. Et c'est là où, du coup, bah, maintenant que je suis clairement en conscience, je me rends compte que ma vie et la réalisation de mes rêves, c'est entremêlé, que j'ai passé ma vie jusque-là. Bon, j'ai 38 ans aujourd'hui, j'espère encore en réaliser plein d'autres. C'était une forme de continuité, de fil rouge finalement de ma vie. Et parmi ces rêves, il y avait être, alors je ne sais plus comment je le disais, je devais dire maîtresse quand j'étais petite, et puis après ça a été enseignante. Après, il y avait cette notion de traductrice qui était apparue, donc vraiment dans cette connexion aux autres, connectée, et aussi avec cette notion de à travers le monde, vraiment de sortir de la France, ça me fascinait. Il y avait ce lien au vivant, donc la connexion à la terre, au végétal, les sciences du sol. Et voilà, si on regarde aujourd'hui, bah, ça d'un point de vue professionnel au sens classique du terme, bah, j'ai pu le traverser en devenant maraîchère bio, en faisant des études d'agronomie, en étant chercheuse en sciences du sol. Enfin voilà, mon parcours de vie a été animé par ça, mais sans vouloir me restreindre avec une trajectoire définie de je veux faire ça, donc je vais tout faire pour y arriver, et puis après comme si c'était un point final. Je pense que je conçois vraiment les rêves comme comment dire, c'est pas un point coché sur une ligne ou comment dire un événement qu'on coche sur une checklist, mais vraiment plus quelque chose qui nous donne une direction. Hein. Une aspiration en quelque sorte? Exactement, une forme d'aspiration qui nous donne la direction à notre vie à ce moment donné. Et ce que je conscientise aujourd'hui, c'est qu'ensuite, eh bien, forcément, nous sommes des êtres vivants, en pleine évolution et en évolution permanente, ce qui fait que, eh bien, parfois, voilà, je vais reprendre ce rêve de devenir maraîchère bio, eh bien, une fois qu'on fait ce qu'on pensait être le rêve qu'on voulait absolument réaliser, on se rend compte que bah, c'était peut-être pas ça vraiment qu'on recherchait. Et donc là, je peux amener un autre rêve qui quand même a parcouru mon vécu, c'est devenir maman. J'ai toujours eu ce comment dire, cette aspiration profonde, c'était intrinsèque, c'était vraiment à l'intérieur de moi, viscéral, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, viscéral. Et puis, bah, en devenant femme, cette impression de, euh, entre justement, on parle de réaliser ses rêves et devenir maman. Moi, c'est vrai que dans mon éducation, on m'a transmis que, en tant que femme, fallait choisir, se réaliser, enfin, professionnellement, j'entends réussir dans la vie, ou être parent, ou en tout cas réussir à être parent, c'est-à-dire être présente, quoi, en Oui. tant que mère. Et donc, dans ma tête, c'est vrai que j'ai traversé, durant notamment le début de la phase adulte, ces grands questionnements de quel choix je vais faire. Et du coup, j'oscillais parce que j'étais toujours engagée, j'étais dans des associations, j'ai été bénévole dans des associations d'ingénieurs, dans des associations de solidarité internationale, puis après, plus localement, dans des choses qui faisaient sens pour moi. Et, et puis, je suis devenue maman. Et en fait, je suis devenue maman alors que j'étais en train de réaliser un de mes rêves, donc devenir maraîchère, être maraîchère, en vivre, être heureuse en étant maraîchère bio. Et j'avais fait ce choix-là où j'avais conscientisé ce rêve comme une forme de pleine réalisation parce que ça me permettait
d'être à la fois maman et de faire une activité qui me nourrissait, qui répondait à mes aspirations de sens, d'utilité, et qui en plus était communément, comment dire, qui permettait de voilà, se nourrir, être autonome, tout ça. Et être aussi dans une forme de transmission, parce qu'on peut toujours accueillir du monde et transmettre ses savoirs, ses savoir-faire quand on est paysanne, quoi. Et voilà. Et puis du coup, en vivant tout ça, et puis après en devenant maman solo, bah, j'ai réalisé que c'était pas si simple, et puis que c'était pas que ça, et puis que, et puis que, et puis que. Et puis après, voilà, il a fallu que je repasse par un burn-out pour remettre encore en question. En fait, j'en étais pas à me dire c'est quoi le prochain rêve, pas en mode c'est quoi la prochaine étape, mais plutôt qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce que j'ai loupé. Et c'est là qu'est apparue cette notion de pleine réalisation. Et de comprendre qu'en fait, c'était pas tant le qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais faire, voilà, comme métier, qu'est-ce que j'allais faire comme prochaine action, qu'est-ce que j'allais faire comme, ouais, comme prochaine mission, mais c'était plutôt quelle femme j'avais envie d'être pour mon fils, quelle mère j'avais envie d'être pour lui, et quelle femme j'avais envie d'être pour moi, pour me respecter profondément dans toutes mes dimensions. Donc voilà, enfin là je suis un peu partie dans Non, je tous les trouve qu'il y a sens, un mais beau fil conducteur. En tout cas, moi, c'est de là où ouais, j'en suis. Le ok. fil conducteur, c'est qu'en fait, il y a vraiment cette recherche du vivant, mais le recherche du vivant par la maraîchère, la maman. Mhm. Et à chaque fois, c'est comme si, en fait, tu allais explorer le vivant dans toutes ses possibles et qu'une Mhm. fois que tu as exploré, ben, ça a besoin d'aller plus loin. Donc, c'est l'expérience, en tout cas. Moi, je te vois comme une exploratrice, une aventurière du vivant. Et en tout cas, c'est comme ça que je perçois ton partage et que de dire, bah, finalement, elle est en chemin depuis le début. Tu vois, Oui, il y en a gros, presque c'est un ça. truc. En Ouais, gros, ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand du coup je faisais ma thèse, donc je travaillais à laboratoire, j'étais chercheuse, et bien aujourd'hui, je me rends compte que finalement, je traverse ma vie un peu comme un laboratoire géant ouais. dans lequel je vis plein d'expériences. Voilà, j'ai à mon effigie, entre guillemets, plusieurs métiers. Il y en a qui vont dire plusieurs cordes à ton arc, plusieurs flèches à ton arc. Voilà, on peut appeler ça comme on veut. Mais moi, c'est plutôt, voilà, comme je le vis, c'est un énorme laboratoire où, voilà, pour mon cerveau curieux, passionné, qui s'intéresse à tout, eh bien, j'ai besoin d'expérimenter et de ne pas m'enfermer dans un métier, que ce soit chercheuse, que ce soit maraîchère bio à proprement parler, que ce soit conseillère en maraîchage, que ce soit formatrice, parce que j'ai aussi eu la chance de faire de l'enseignement, tu vois, j'ai aussi réalisé ce rêve-là, être formatrice pour adultes, pour les personnes qui souhaitaient travailler la terre et vivre de ce métier-là. Et du coup, ouais, il y a vraiment aussi ce fil conducteur. Par contre, aussi de la terre, le sens et l'utilité, et l'alimentation. J'en ai pas parlé, mais alors j'ai jamais rêvé d'être cuisinière ou quoi que ce soit, mais par contre l'alimentation, la cuisine, c'est aussi un fil rouge dans toute ma vie, et aussi en tant que maman, voilà, cette envie que mon fils, voilà, une de mes plus grandes fiertés, c'est qu'il ait pu faire ses pas dans les champs, qu'il ait pu manger ses premiers légumes issus de ma propre production, qu'il ait pu connecter avec comment et d'où vient ce qu'on mange. Voilà, vraiment ce lien profond à la nourriture, à comment on s'alimente, ça c'est aussi un fil directeur dans la réalisation et dans la quête de sens, quoi, dans la réalisation de mes rêves, quoi. Moi, franchement, je te sens bien dans la première team, hein, véritablement. Parce que quand je t'entends, on entend une femme passionnée qui a suivi en fait ses aspirations, Oui, l'exploration du vivant, maraîchère, enseignante, et dans la façon de se nourrir, et même la nourriture, c'est le vivant en fait. Donc, oui, pour moi, enfin, quand j'entends ton parcours, j'entends une femme passionnée par le vivant et qui l'explore sous différentes formes, à travers elle, à travers l'extérieur. On avait échangé toutes les deux sur la façon de se nourrir, que c'était oui. pas forcément que la nourriture, il y avait aussi plein de façons de se nourrir. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce que c'est quelque chose sur laquelle je te rejoins. Et franchement, moi, enfin, voilà, par rapport au partage, je te sens plus de la team 1, hein, Ok, même peut-être la team 3 parce qu'en fait, c'est comme oui. si tu t'en Je étais m'en étais peut-être pas pas rendu rendu compte. compte, En voilà. fait, c'est que ça, ouais, c'est que j'ai l'impression Ouais,
à m'être rendu compte, c'est-à-dire c'est que j'ai pas conscientisé, j'ai tel rêve, je veux le faire et je fais tout pour. Mais en fin de Oui, compte, c'est comme ça que j'ai quand même traversé ma vie. C'est je veux ça, comment je fais pour le rendre possible? Il y a eu des fois où j'ai dû retarder, il y a eu des fois où j'ai dû faire des marches arrière ou prendre des mmh, détours, mais je me rendais pas compte, tu vois, c'était vraiment plus, c'est aujourd'hui que je me rends compte de tout ça et où je me rends compte que aujourd'hui, alors que j'ai l'impression de ne pas faire quelque chose au sens propre du terme, tu vois, parce qu'il n'y a pas un métier derrière quadrillé, eh bien, en fin de compte, je suis en train de vivre ma plus belle vie. Je suis en train de réaliser un de mes plus beaux rêves parce que bah, j'ai la vie que je souhaite. Je suis une maman présente pour mon fils. Je me trouve épanouie, je me trouve disponible pour lui, mais aussi pour créer un terrain de jeu, un terrain d'activité où je me réalise pleinement, c'est-à-dire où je peux exercer mes talents, mes compétences et voilà, continuer de me nourrir, hein, comme tu le dis. Et c'est là où on parle de nourriture autre que manger des légumes bio et manger sainement et de façon équilibrée, mais aussi avoir cet espace de nourriture intellectuelle, de nourriture spirituelle, de nourriture, alors je ne sais pas si on peut dire nourriture, mais de comment on se nourrit émotionnellement, c'est-à-dire comment on protège son espace émotionnel et énergétique, qu'est-ce qu'on laisse y rentrer, qu'est-ce qu'on ne laisse plus entrer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris voilà, au fil des années. Et, et ça, je pense que c'est aussi comment dire, une forme de réalisation de son rêve, tu vois, mmh, ouais, dans la mesure où j'ai pas envie de dire qu'il peut m'arriver n'importe quoi aujourd'hui, j'aurais aucun regret, mais il y a un peu de ça et un ouais, peu de chaque jour, du coup, je suis en attente de rien, si ce n'est c'est quoi la prochaine surprise, quoi, tu vois? ouais, ouais, ouais. Et être capable de, vu tous les changements que j'ai traversés, de pouvoir m'adapter, quel que soit le changement, parce que j'ai toujours cette même intention, bah, toujours me respecter, être présente pour mon fils, et puis voilà, continuer d'avancer. Mmh. Ben, bienvenue dans la team 3 alors. Ok, bah alors tu me crois. Voilà, en tout cas, en écoutant, tu vois, c'est pareil. Moi, je t'écoute et en fait, Mm, on découvre petit à petit. Moi, j'en fais partie de la team 3 en fait. ok. Parce que d'un seul coup, on se pose et on se dit, tiens, mais ah, mais il y a ça. Mais en fait, j'ai toujours suivi mes rêves, mais j'ai toujours fait ça. Et tu vois, il y a quelque chose. C'est pas le petit rêve, c'est le grand rêve d'une Ouais. vie réalisée qui suit ben le vivant. En tout cas, t'as suivi cette aspiration et je trouve ça beau d'un seul coup de se dire, ça c'est fait. Tu vois, il y a Mm, presque un truc, ça c'est fait. Et quand je t'écoute en même temps, je me dis, c'est tout à fait une femme qui a osé son rêve en action parce qu'en fait, tu as mis des actions, tu as fait des choses en place et pour moi, tu as tout à fait le profil d'une femme qui a uni son masculin et son féminin, être à l'écoute de ses besoins, mettre les actions en place inspirées et puis qui réajuste au fur et à mesure parce que finalement, c'est pas figé. Tu vois, s'il y a une sorte de oui. souplesse et je dirais que cette souplesse, elle a un côté féminine. Je trouve que la souplesse, Mm, tu vois, avoir un peu une fluidité comme une danse avec la vie et qui fait que ça rebondit, ça réajuste un petit peu. Et pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je vois un petit côté, ce côté-là plutôt féminin. ok. Euh, voilà, donc bienvenue dans le club des femmes qui ont osent leurs rêves en action. Ok. Mais du coup, sur cette notion justement de féminin et de masculin, c'est bien que tu en parles parce que c'est quelque chose qui est arrivé tard dans mon cheminement de vie. Je pense que j'ai plutôt mené une bonne partie de ma vie avec, comme tu dis, des actions, beaucoup dans le faire, tu vois, c'est ce que je disais au début. J'étais beaucoup dans le faire, dans qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, qu'est-ce que je mets en place pour le faire, tu vois. Et ça passait par des diplômes, des formations, des projets, des étapes, des investissements, etc. Et en fait, il m'en a fallu quelques-uns, et notamment quelques échecs qui étaient pleins, enfin, échecs, j'aime. Aujourd'hui, j'arrive à se dire échec, mais tout en captant que derrière, c'est pas genre j'ai raté quelque chose, mais plutôt Oui, cette c'est des apprentissages en quelque tâche, sorte. voilà, qui m'ont permis du coup de comprendre. Après, il y en a un en particulier qui a, enfin un en particulier. Disons qu'il a quand même fallu que je touche le burn-out, qui a été, tu vois, un peu cette
comment dire, cette accumulation, ce verre trop plein de j'ai voulu trop faire et que j'avais plus laissé de place à mon féminin parce que j'étais passée clairement en mode survie. Et il a fallu passer à ce cap-là où peut-être le masculin a pris trop le dessus. Enfin, moi, je le visualise comme ça pour que je reconnecte avec Oui, le féminin et que je me rende compte. Et donc, c'est là qu'intervient la notion d'ajustement. Là, je le dis avec du recul, mais le jour où j'avais défini que je voulais être maraîchère bio, c'était ça ou rien. Et je me voyais finir ma vie en tant que maraîchère bio. À une époque, oui, c'était oui, ça. oui. Et c'est ça qui m'a après ouvert aussi en voyant mon fils, en me disant oui, mais entre être maraîchère bio, écrouler et faire autre chose, mais épanouie, qu'est-ce que je choisis? Et Oui. c'est ça que ça m'a demandé, un pas de côté, et en disant bon, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je sais bien faire? Qui peut rééquilibrer un peu cette balance? Et c'est là que j'ai commencé à, comme tu dis, à reprendre le mouvement de Oui. sur l'autoroute, mais on prend des chemins, on prend des courbes. Et c'est là où j'en suis du coup aujourd'hui, c'est effectivement, il y a le faire, mais il y a le être. Et que cultiver le comment on est profondément, comment on se respecte profondément, comment on se sent, voilà, tout le travail sur les émotions, ça a été un énorme travail. Voilà, et j'ai cette sensation qu'effectivement aujourd'hui, il y a un petit peu plus de, de mouvement fluide entre Oui. dimensions d'énergie masculine et féminine, mais ça m'a demandé un chemin. Et ça n'a pas Oui. été sans, bah, comme tout le monde, sans épreuve, sans rocher, sans pont à traverser, avec un peu de doute et de voilà. Un chemin d'humaine finalement Oui, qui parfois ben, va dans une impasse et on ressort et à chaque fois en tout cas, on peut appeler ça des erreurs, mais en tout cas, ça nous fait grandir et on a le droit à l'erreur en fait. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à dire allez, on enlève ce mot, ça fait partie du vocabulaire. Et il y a des fois, on fait des erreurs et on n'a pas à culpabiliser en fait, en quelque sorte. On apprend à travers nos erreurs, on apprend à réajuster la posture. Des fois, on a besoin d'essayer quelque chose pour aller jusqu'au bout, pour se dire ah ben non, finalement, c'est pas ça que je veux. Mais c'est intéressant parce qu'on apprend à savoir à ce qu'on veut plus. Mais en tout cas, c'est un parcours passionnant que tu nous dis là, et je trouve ça magnifique de t'entendre. Je te remercie beaucoup de partager avec nous tout ce parcours. Et aujourd'hui, quel est le rêve que tu auras envie de partager avec nous? Celui qui est peut-être en train de se mettre en place ou qui est en mmh. cours. Où tu en es actuellement? C'en est où? Eh bien, aujourd'hui, justement, je réajuste tous les jours, enfin tous les jours, régulièrement, aussi souvent qu'il y a besoin. Aujourd'hui, mon rêve, c'est d'être utile pour des femmes d'impact dans le monde agricole. Dans le monde D'accord, agricole, agronomique et scientifique, dans les femmes qui justement agissent en lien avec le vivant pour une agriculture nourricière, une agriculture souveraine des peuples. Et, et je dis des peuples parce que pour moi, c'est une mission qui va au-delà de l'échelle française, quoi. C'est oui, dans un cadre plus large. Et c'est que, voilà, j'observe beaucoup de femmes qui sont dans des sphères d'influence et que, en fait, tout ce qui relève des enjeux agricoles, humains, planétaires, souverains, eh bien, c'est des zones très tendues. C'est des zones très tendues parce qu'il y a de la politique, c'est oui, entremêlé avec les enjeux du vivant, les enjeux alimentaires, qui sont des enjeux, tu ne peux pas dire on temporise ou on verra plus tard. C'est quelque chose qui a ce côté pérenne, permanent, et ce côté de, je disais tout à l'heure, tout change, enfin, ou je ne l'ai pas dit, mais tout change tout le temps. Voilà, oui, aujourd'hui, dans notre environnement, tout change tout le temps, la société, tout change tout le temps, économiquement, tout change tout le temps, mais surtout, voilà, la vie, elle évolue. Et ce que je transmets dans mes communications, c'est qu'il ne faut pas oublier que le vivant, lui, saura toujours s'adapter. Ça fait des oui, millénaires qu'il y a le vivant, qu'il y a la nature, qu'il y a des plantes, qu'il y a des animaux. Le vivant, c'est toujours adapté. Et avec tout ce qu'on voit là en perturbation climatique, on voit bien que le vivant, il s'adapte. Alors évidemment, il y a des essences qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître ou non. Néanmoins, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'en est-il de l'humanité? Voilà. oui. L'espèce humaine, c'est quand même une des seules espèces qui a détruit son environnement aussi rapidement que nous. Alors, on en a conscience, mais n'empêche qu'on continue.
Et à partir de là, c'est revenir à cet essentiel de se nourrir. C'est un besoin primaire. Et que, en fait, c'est de reconnecter avec cette place d'humain, de notre place dans l'humanité. C'est-à-dire se rappeler Oui, qu'en fait, nous ne sommes que des humains. oui, Et qu'en fait, même si on a voulu jouer aux apprentis sorciers on transforme la génétique des plantes pour que ça nous donne ce qu'on a envie que ça donne, que ce soit productif et que ce soit plus rentable, eh bien, c'était un chemin très glissant et qu'en fin de compte, je pense qu'il est utile de se remettre à notre place d'accompagnateur, d'accompagnatrice du vivant. C'est ça notre rôle. C'est l'accompagner pour éventuellement tirer en partie des choses, mais l'idée de l'accompagner, c'est qu'il continue de vivre. oui. Sinon, ça n'a plus de sens, parce que nous aussi, on disparaît avec. Donc voilà, du coup, il y a tous ces enjeux-là qui sont très présents. Et l'idée, c'est de mettre au service mon parcours et mes compétences autant techniques que ma sensibilité humaine, si on veut, pour remettre de la fluidité dans ces trajectoires de femmes qui, voilà, peut-être font partie de l'équipe, j'en sais rien, 1, 2 ou 3, hein, comme tu dis, qui ont réalisé un rêve, mais qui étaient peut-être tellement dans cette dimension de je mets des actions pour, ont pu oublier d'autres parties de leur cheminement, de leur cheminement, de ce qui les constitue vraiment. Voilà, et de retrouver cette fluidité, de retrouver ce mouvement, de retrouver cet alignement profond. Voilà, donc j'en suis là aujourd'hui. Peut-être que d'ici un mois, ce sera encore autre chose et j'évolue et je réajuste. Voilà. Ouais, c'est chouette. En fait, quand je t'entends parler, finalement, là où tu en es, tout Ouais. ton parcours précédent, tes études, tes explorations, le fait d'être maman, tout t'amène ici, en fait, comme si tu avais étudié le truc et tu l'avais vécu véritablement, parce que maintenant, tu as les connaissances, on va dire, théoriques, les connaissances pratiques dans la matière, au niveau d'une famille, avec les mains, tout. Enfin, c'est presque comme si en fait tu avais étudié de manière holistique la Ouais, c'est situation. exactement ça. Et là, il y a quelque chose qui s'annonce. Et en plus, là, on arrive en année 2026. Donc, c'est l'émergence de nouveaux cycles, de partir sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est assez fabuleux. Moi, c'est ça je trouve ça absolument formidable. C'est que si on regarde notre parcours, il nous a amenés là où on est maintenant, à Exactement. notre juste place pour transmettre. En fait, on a appris grâce à telle rencontre, telle chose. Et on se dit, mais en fait, c'est juste parfait. Et il y a quelque chose, il y a une sorte de justesse dans la vie qui fait qu'on dit waouh, tu vois, il y a une sorte d'émerveillement. Je sais pas si ça te donne cette impression aussi de ton côté. Eh ben si, tout à fait. C'est du moment que j'ai commencé à prendre ce temps de ralentir, d'observer, de contempler, de comprendre, ce temps aussi de l'introspection, parce qu'en fait, il faut regarder. Si on ne prend pas le temps, si on est toujours sur l'autoroute en train d'accélérer, on ne prend pas le temps de regarder dans les rétroviseurs, de s'arrêter sur une aire d'autoroute pour contempler le paysage, le point de vue, et éventuellement regarder les photos des vacances qu'on a passées, du séjour qu'on a passé. On ne se rend pas compte en fait de ce qu'on a réalisé, et surtout après, il y a comment on le met en lien. Oui, Ça là que ça m'a demandé ces dernières années, c'est faire le lien de toutes ces expériences. C'est qu'au moment où je l'ai fait, moi, le parcours, je l'ai fait voilà, un peu dans j'allais dire, cet emballement du faire et de. Voilà, j'étais quand même. C'est dans des âges où on passe à l'action, on a envie de vivre des choses, on est dans oui, j'allais dire, cette boulimie de vie et d'action et de réalisation et d'expérience. Et là, c'est un peu ce que ça m'a demandé ces 2-3 dernières années, c'est OK, c'est un peu de processer, d'intégrer, comme tu dis, tu vois, de l'intégrer aussi dans mes cellules et de dire, waouh, en fait, je ne suis pas, voilà, je suis pas ingénieur docteur, c'est pas ça qui compte. Ça fait partie de moi, effectivement, c'est un titre qu'on peut mettre quelque part, mais ce n'est pas moi. Celle que je oui, suis, c'est à l'intérieur de moi et c'est celle, quand tu la croises et que tu parles avec elle, tu vois, tu ressens. Et aussi oui, cette notion de ce que mon fils voit aussi au quotidien. Voilà, est-ce que c'est une femme stressée qui court tout le temps pour aller à son travail ou est-ce que c'est le calme et en même temps l'épanouissement, quoi.
Mmh. Euh, ouais, je pense que ça nécessite de prendre ce temps-là d'analyse, d'auto-analyse, sans se faire non plus une autothérapie, hein, c'est pas ce que je dis, mais plutôt voilà, de comprendre. Voilà, c'est ça, c'est de comprendre. Et le mot que j'aime bien dire, c'est d'être en pleine conscience, en fin de compte. Oui, Se dire, ah ben oui, en fait. Donc oui, aujourd'hui, je te dirais que ça m'apparaît comme une évidence, mais tu m'aurais posé la question il y a encore peut-être un an. oui, J'aurais dit oui, bon, il y a une logique, oui, il y a une continuité, oui. Mais maintenant que je suis en train d'en faire quelque chose, entre guillemets, d'être cette femme le plus pleinement, d'exprimer ce plein potentiel, c'est là que je regarde ça en mode, oui, c'est effectivement fluide, quoi. ouais. Et quand je t'entends parler, ça me fait vraiment cette sensation et que je ressens tout autour de moi, c'est que le principe féminin est en train d'émerger et qui Mmh. nous amène justement à la contemplation, à l'observation, à la compassion, à toutes ces qualités, en tout cas de patience aussi, de ralentir pour observer. Et c'est vraiment des qualités qui sont, à mon sens, indispensables de nos jours pour éviter de partir dans la peur et d'y Mmh. aller en mode combat où on peut s'épuiser. Et c'est vraiment une énergie, enfin en tout cas cette énergie du principe féminin, je pense qu'il est aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes, mais je dirais que c'est les femmes ont besoin encore plus de l'incarner Mmh. que les hommes parce que ben il y a quand même ben tu en es la preuve, c'est qu'il y a eu beaucoup de burn-out chez beaucoup de femmes. En tout cas, c'est l'expérience et les témoignages des femmes que j'ai rencontrées. Je dirais pas que toutes les femmes interviewées ont vécu un burn-out, mais il y en a eu beaucoup quand même. Hein. Mmh. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose là derrière qui fait que, et c'est toutes des femmes qui ensuite se sont posées des questions, sont revenues à elles, et il y a vraiment cette invitation à revenir à soi, à l'écoute de soi, à observer sa vie et de se dire qu'est-ce que je veux pour moi. Et puis il y a aussi cette notion pour les générations futures. Il y a Mmh. vraiment cette envie d'être exemplaire pour demain en fait, pour laisser en fait une humanité plus florissante, plus joyeuse, plus agréable en fait pour les générations futures. Oui, bah, c'est bien que tu parles de cette transmission-là, parce que là, ce qui me venait en t'écoutant, c'est cette notion que on est, tu parlais de burn-out, on est une génération en fait où nos mères, elles nous ont transmis que elles déjà, elles ont traversé ce côté de une femme a le droit de travailler et elle n'est pas obligée d'être que mère au foyer, même si c'est un job à part entière. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai une maman qui a travaillé, mais qui était très présente à la maison. Et du coup, nous sommes la génération où en fait, on s'est dit, OK, on peut tout avoir. Voilà, on peut être maman, on peut cumuler. Voilà, on peut tout cumuler. Sauf que il y a tout cumulé et il y a aussi tout porter. Oui, La même chose. Voilà. oui, tout à fait. Et que du coup, eh bien, si on porte tout, alors déjà, eh ben, on ne laisse pas la place aux hommes de prendre leur place d'hommes qui tiennent l'espace et qui assurent certaines choses. Et surtout, eh ben, ça nous mène à ce que tu Oui, évoques, ce que j'ai évoqué, ce que j'ai vécu moi-même, c'est voilà, ce burn-out. Le burn-out, c'est parce qu'en fait, c'est pas le problème de faire et de passer à l'action. Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal, mais c'est factuel, quoi. Mais que par contre, ne faire que faire, enfin, tu vois ce que je veux dire, oui, 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 tout à fait. n'être que dans le faire et presque dans une forme d'oubli de soi, c'est Oui, plutôt ça, quoi. C'est cette notion de dépassement de soi et aussi cette quête de perfection. Hein. Moi, j'ai quand même oui, aussi le syndrome de la perfectionniste, syndrome de la bonne élève, et ce côté de je dois être la meilleure partout, tout le temps. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de pause, j'ai pas le droit à l'erreur. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui cumulées font que. Et en fait, pour en revenir à la notion générationnelle, voilà, je pense que là, on est en train de traverser ce re-questionnement peut-être pour certaines d'entre nous de OK. Alors d'accord, tu n'es pas obligé de choisir entre ta pleine réalisation et la parentalité, la maternité. Par contre, ça demande, voilà, en fonction de comment on était avant d'être parent, de peut-être rééquilibrer. Moi, oui. clairement, devenir maman, ça a été un bouleversement intérieur, enfin intérieur autant qu'extérieur, vous me direz, mais vraiment,
clairement intérieur de waouh, je ne savais pas que ça produirait tout ça. Et ça demande des réajustements. À chaque Mmh. minute, à chaque endroit de sa vie, des réaménagements. Et tout à l'heure, quand j'évoquais que je vis mon plus beau rêve aujourd'hui, c'est dans cet espace où je peux créer une activité, où j'ai décidé que c'était devenu non négociable, une activité où j'étais disponible pour mon fils, que si un jour mon fils devait s'absenter de l'école parce qu'il était malade ou qu'il n'irait pas à l'école parce qu'on l'aurait choisi, eh ben, je le rends possible. D'avoir tous nos mercredis ensemble, c'est devenu un non négociable. Et un peu ces aspects-là, en fait, on peut faire le choix et pas courir après un job et du coup employer des nounous pour s'occuper de nos enfants. C'est quelque chose que moi, j'ai pas réussi à, je l'ai essayé aussi. J'ai essayé aussi ce format-là, mais j'ai tenu quelques mois et Ouais. c'était insoutenable pour moi. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette transmission générationnelle, comme tu dis. Et du coup, en parlant de transmission, moi justement, ce que j'ai envie de transmettre à mon fils, ce que j'ai compris, pardon, de la parentalité, c'est que en fait, on a beau dire ce qu'on veut à nos enfants, leur dire des valeurs, leur transmettre des valeurs à l'oral en leur disant, tu vois, mon fils, c'est ça qui est important dans la vie. En réalité, ce qu'ils retiennent le plus, c'est ce qu'ils vivent au quotidien et ce qu'ils voient de nous. Si on regarde, moi, je ne sais plus exactement ce que ma mère m'a raconté. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est ça. C'est de voir une femme qui professionnellement se prive, voire se sacrifie pour ses enfants. Et c'est Oui. ça que j'ai vécu. Et donc moi aujourd'hui, ce que je veux que voit mon fils, vive mon fils, c'est de voir une maman épanouie, disponible mais épanouie. Et pas qu'il soit dans cet étriquement, cet enfermement non choisi, quoi. Ouais. C'est bien. C'est passionnant parce que c'est très inspirant, cette idée d'être comment exemplaire. Et tu disais observer ma mère et d'un seul coup j'ai dit ah oui alors tiens j'ai jamais observé ma mère tu vois enfin c'est le genre en fait on n'observe pas ça peut être très intéressant justement de se poser et de dire tiens finalement qu'est-ce que je retiens de mes parents. On est souvent sur des paroles mais tiens je me souviens de quoi en fait de cette enfance de ce que j'ai vécu comment ça m'a imprégné d'une certaine manière et ça c'est intéressant en tout cas tu offres une piste d'exploration qui est super juste en fait et de se dire tiens je vais me poser là maintenant et je vais me replonger en fait dans l'enfance et comment j'ai ressenti Mmh. la présence de ma mère ou même de mon père et comment ça a influé en tout cas sur ma façon, soit peut-être en contre-réponse, je dirais, ou Mmh. est-ce que j'ai été dans le même sens? Et c'est super intéressant. Et ce que j'ai aussi, ce que tu as évoqué qui est intéressant, c'est la vulnérabilité. Alors, c'était peut-être pas dans ces termes-là, mais en tout Mmh. cas, j'ai senti accepter d'être vulnérable, ne pas être forte, de pas porter, accepter qu'à un moment donné, ben, en fait, non, ça, j'en peux plus. Je laisse la place. Et c'est vrai que d'accepter aussi qu'il y a des moments où on a besoin d'aide, Une c'est force. important, mais c'est assez complexe hein, pour les femmes. Et je trouve que c'est intéressant que tu le partages parce que de mon côté, c'est pareil. Hein, demander de l'aide. Comment t'expliquer comment on fait déjà? C'est un truc que j'ai pas trop appris. Donc Un c'est vraiment, apprentissage. je sais pas ce que tu en penses, mais apprendre à demander, c'est tout un exercice au final. Ah bah, oui, c'est un apprentissage, apprendre à demander de l'aide, surtout que le profil de femme guerrière qui porte tout, justement, si, on a ce profil-là, c'est qu'en général, on a porté tout enfin porté tout. On a peut-être porté des choses qui ne devaient pas être portées par, Oui, une ado, une enfant et que, en fait, c'est le seul mode dans programmé dans notre corps, c'est le seul mode qui est connu et que du coup, effectivement, demander de l'aide, c'est pas quelque chose qu'on a, peut-être pratiqué régulièrement et qui du coup demande un apprentissage, demande une ouverture d'esprit, demande, comme tu le soulignes, une part de vulnérabilité, enfin d'acceptation de sa vulnérabilité en se disant que c'est pas un acte de faiblesse que demander de l'aide, mais parfois même plutôt une force. mmh. Ça demande du courage.
Et du coup, ça demande du courage, effectivement. Ouais. Ça me fait penser, la semaine dernière, j'ai interviewé Anne, et puis après, en off, elle m'a montré un livre et une phrase qui disait, c'est quoi, enfin, je sais plus exactement, mais en gros, c'est du courage de demander de l'aide. Et je l'avais jamais vu sous cet angle-là. Et d'un seul coup, tu dis, ah oui, ok, donc c'est du courage de demander de l'aide. En effet, on va peut-être regarder les choses sous cet angle-là. Et c'est vrai que là, ben, on peut aborder le thème d'avoir peur, d'avoir des doutes. Et le fait de demander de l'aide, ben, c'est aussi avoir comment des doutes, tu vois, de se dire, oh mon Dieu, j'ai des doutes, mais comment je vais pouvoir montrer aux autres que j'ai des doutes? Comment je vais pouvoir montrer aux autres que je vais pas y arriver toute seule? Et il y a cette peur qu'en fait, on tombe de ce piédestal et qu'on soit peut-être dominé. Je sais pas si ça te parle, ce truc-là, ou pas du tout. Non, pas trop. Pas Pas trop. Par trop. contre, pendant que je t'écoutais parler, il y a quelque chose que tu as dit précédemment qui m'avait interpellée quand tu parlais de ah, j'ai pas regardé comment je me suis sentie enfant par rapport au parcours de mes parents ou de ma mère. Donc moi, j'avais évoqué celui de ma mère parce que c'était plutôt en lien avec la maternité, comment on vivait la maternité et la pleine réalisation, plutôt dans ce déroulé, j'allais dire le féminisme, voilà, et la place de la femme dans la société. Et en fait, c'est aussi regarder comment on s'est construit en fin de compte. C'est que moi, il y a eu des phases de vie où j'ai eu l'impression de me construire en opposition Oui. à ma mère, alors qu'en réalité, c'est pas tant une opposition, voire même, c'était presque elle qui m'avait pas soufflé, mais qui en fait, en faisant les choix qu'elle a fait, m'ont suggéré que c'était la prochaine étape pour en tout cas mes lignées ou les lignées de femmes dans laquelle j'étais. Et, et c'est ça comment dire, qui a demandé du courage pour le coup, pour en reprendre Oui. cette notion du courage. Et pour la deuxième partie là que tu évoquais sur le courage à demander de l'aide, etc. Pareil, j'ai pas eu une maman qui demandait ou qui m'a montré que c'était important de demander de l'aide, etc. Par contre, ce que j'ai appris sur le tas, c'est cette notion. C'est ce que j'ai capté là dans ce que tu parlais par rapport au doute et à la peur, c'est apprendre à avancer en incertitude. D'accord. Et ça, en fait, c'est une notion aussi très en lien avec le vivant et que j'ai appris aussi en étant maraîchère bio. C'est cette notion de, OK, tu sais quand est-ce que tu as envie de semer, tu sais à peu près quand est-ce que tu as envie de planter, mais en vrai, même si tu maîtrises certaines étapes, en fin de compte, tu n'as aucun contrôle sur le résultat. Et entre la dernière étape que tu as faite, enfin la dernière, entre tout ce que tu fais et le résultat, il peut se passer des tempêtes, des grêles, des orages dévastateurs, j'en sais rien, des inondations. J'ai vécu des inondations dans les serres. Et avoir tout qui est foutu, du jour au Oui. lendemain, en l'espace d'une seconde. Et du coup, bah, quand tu travailles avec le vivant, et je pense que même pour ceux qui sont dans l'élevage, c'est pareil, tu as cette notion de, tu as beau croire que tu contrôles ou tu maîtrises, en fin de compte, tu ne décides de rien. Et du coup, tu es forcé, entre guillemets, d'apprendre à avancer dans une forme de brouillard ou d'incertitude, c'est-à-dire te dire, bah, je veux ça, je mets toutes les actions en œuvre pour y parvenir, mais je n'ai aucune prise sur le résultat final. Ah, ça me fait penser à une petite histoire dans le livre de Paulo Coelho, Maktoub, et c'est plein de petites histoires. Et alors précisément les mots, je ne sais pas, mais on voit le voyageur qui voit un jongleur qui est en train de lancer ses balles en l'air comme ça. Et il y a le maître à côté qui lui dit, tu peux t'entraîner des années et des années à lancer tes balles, et en même temps, tu as le vent qui peut passer, il peut y avoir quelque chose qui fait que donc tu peux faire le geste, mais il y a quelque chose qui nous appartient pas. Et ça me renvoie tout de suite à la résilience. C'est quelque chose, à mon sens, qui est important parce que oui, l'imprévu, l'inconnu, l'inattendu peut ouvrir. Voilà, j'ai fait au mois de décembre dernier toute une exploration sur l'imprévu. J'ai bien été servie par la vie en même temps, et c'est vraiment, en tout cas, je sais pas ce que tu en penses, mais une invitation pour les années à venir à accepter l'imprévu, l'inattendu, parce que on est toujours en train de chercher avec la météo, avec des fois des tirages de cartes, à faire des prévisions et tout ça.
et ce besoin de contrôle finalement qui est là pour se rassurer. Et Mmh. il y a peut-être une invitation à se sentir en sécurité dans ce mouvement, dans cette vie qui est en fait, qui est incertaine en fait. Oui, c'est totalement ça, ouais. C'est vraiment Ouais, cette notion aussi de cycle, voilà. ouais. Et est-ce que tu penses que ton métier de maraîchère t'a vraiment aidé pour connecter à ça? Parce que Ah je bah, pense qu'on complètement, complètement, ouais. Ouais, complètement. En fait, c'était déjà quelque chose que je percevais, ouais, plus ou moins, dans la vie, mais que là, clairement, au-delà de percevoir, c'est tu le vis. Ça te touche entre guillemets de plein fouet. C'est un peu cette conscientisation voilà, tu peux travailler 70 heures semaine et aussi en lien avec la vente, tu vois? Tu peux avoir des fabuleux légumes d'une extrême qualité et si, tu pratiques qu'une vente sous forme de marché, enfin, c'est aussi ça que je transmettais aux personnes que je formais, bah, c'est cette notion de tu peux pas savoir, si les clients vont venir et combien ils vont prendre. Et du ouais, coup, c'est d'accepter ce truc de tu as beau faire tout bien, tu n'es pas sûr que ça marchera. Ou ça peut marcher, mais pas aussi bien que ce que tu voulais. Et ça, si on veut, ça apprend le lâcher prise, hein. Enfin là, tu as pas le choix que, d'apprendre à lâcher prise. Évidemment que ça cause de la frustration, que ça cause des déceptions, que ça peut causer de la fatigue, hein, parce qu'à la longue, eh bien, ça peut être, un peu fatigant de se dire: «J'ai mis tout ça comme énergie, comme temps, comme investissement pour qu'au final, eh bien, la culture ouais, est détruite». En fait, je pense que faire l'expérience de cultiver, n'importe quelle plante, hein, alimentaire en tous les cas, on est obligé de faire cette expérience-là. Je pense qu'elle mmh, est d'enseignement tellement riche, c'est une invitation que j'aurais à offrir à un maximum de personnes. C'est essayer de faire, pousser, pareil des tomates ou quelque chose comme ça et c'est se dire voilà, si on fait l'expérience alors il y en a plein qui vont dire: «Oui, mais j'ai pas la compétence» et cetera et cetera. Bah oui, bah dis-toi que quand tu es agricultrice et bien même si tu as la compétence et l'expérience et ben tu peux vivre la même chose ouais, mais à une échelle plus grande. Et en fait, ça nous permet à la fois de retrouver de l'humilité et à la fois, de retrouver aussi cette forme d'empathie pour les autres. oui, Tu vois? C'est qu'en étant, maraîchère bio, tu vis aussi ce truc de tu es en connexion avec d'autres, productrices, producteurs et que, bah, il y en a qui vont vivre une tempête et à 40 kilomètres, les autres non. Il y en a qui vont être en attente de la pluie pour un petit peu, voilà, abaisser la température et cetera et d'autres qui, bah, non, n'auront pas eu l'orage et aussi ce contraste comment dire? Ouais, climatique, mais qui finalement est le même pour, plein d'autres choses dans la vie. Ouais, refait connecter à cette humanité. Vraiment, je trouve que enfin, cette expérience de maraîchère bio, elle a été complète enfin, je pourrais te faire j'allais dire un podcast de 2 heures rien que sur tous les apprentissages que j'en ai tirés tant humainement que tout ce qu'on vient d'évoquer sur la résilience et aussi d'un point de vue vraiment vivant et technique ou technico-économique. Mais voilà, sur cette notion de résilience et de travail en incertitude, rien de mieux que voilà. Mais rien que de vivre un mois, hein, rien que d'aller vivre un mois dans une ferme sous forme de woofing, je ne sais pas si tu connais oui, oui, oui. là, eh bien, rien que ça, je pense que c'est un apprentissage, une expérience qui te reste toute ta vie, quoi. Mmh. C'est intéressant parce que et en même temps, il y a quelque chose qui me vient, il y a quelqu'un qui va écouter là, qui dit: «Ouais, mais enfin bon, ton truc, c'est bien marrant, si tu sais que tu as aucune certitude, c'est quoi qui te motive, quoi? Parce qu'au bout du compte, si tu fais le truc, c'est quoi la motivation de se dire: "Je fais le truc, mais en fait, je suis pas sûre de rien"?» Mmh. parce que c'est comme si actuellement, on est dans une société, on voudrait l'assurance du résultat en quelque sorte Mmh. et il y a un truc qui se dit: «Bah, en fait, moi, ce qui me motive, c'est le résultat. Mais si maintenant tu me dis qu'il faut même plus que je m'attende au résultat, qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui fait que toi, et les cultivateurs, hein, parce qu'il y en a plein et puis Mmh. je pense qu'on peut aussi parler de l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'il y a des choses, en tout cas, ça fait résonance pour moi par rapport à ça.
parce qu'on continue des fois à créer une offre, on continue à vendre un produit, à faire, et puis on a envie, et puis il y a un truc qui fait, ah, le résultat est pas là. Donc on apprend la résilience, l'humilité, mais il y a un truc qui dit, mais c'est quoi qui fait qu'on n'abandonne pas quelque part? Eh bien, c'est ce que j'ai évoqué pour, comment dire, ma quête globale, dans mon parcours de vie, c'est le sens. En fait, quand je suis devenue maraîchère bio, le sens profond et l'utilité que je trouve à ce métier-là, c'est nourrir. Nourrir, alors au-delà de nourrir l'humanité, c'était déjà me nourrir moi. Et évidemment que j'avais pas de certitude que ça marcherait, mais par contre, déjà rien que dans le principe du système de maraîchage diversifié, le principe d'avoir plusieurs cultures, c'est aussi justement rassurer notre système mental, rassurer notre système nerveux de, mais pas que, c'est aussi un équilibre écologique à créer, etc., qui fait que, eh bien, on se dit que s'il y a une culture, soit qui est trop tardive, soit qui rate, soit qui ne fonctionne pas aussi bien que prévu, eh bien, il y en a d'autres qui prennent le relais. Et du coup, il y a cette notion-là de, alors oui, quand je lance une culture, j'ai pas de certitude que ça va lever correctement ou que ça va lever tout court, hein, d'ailleurs. Il y a déjà des fois où on sème des choses et que ça ne lève pas et que c'est pas, ça ne relève pas de notre ressort. Mais où en gros, le sens derrière, produire quelque chose que, une fois récolté, je le mange ou que voilà, produire un aliment qu'après je vais vendre pour nourrir des personnes. Nourrir, c'est quand même une des missions, une des actions, j'ai envie de dire, que je trouve vraiment profonde de sens. Enfin, Ouais. un besoin primaire. Alors, peut-être que je fais partie de l'équipe des naïfs utopiques ou que sais-je, et qu'il y en a qui vont dire oui, bah, on peut acheter la nourriture au Carrefour. Oui, mais n'empêche que je sais que la plupart des matières premières, même si on crée de plus en plus de choses de façon, comment dire, artificielle, Artificielle. mais voilà, ainsi, artificielle et industrielle, eh bien, il y a quand même une bonne base de matières premières qui provient de la nature et de notre environnement direct. Et, et en fait, moi, je ne sais pas travailler sans matières premières. Je ne sais pas travailler sans légumes, je ne sais pas travailler sans farine, je ne sais pas travailler sans pommes de terre. Et que, ouais, je trouvais que c'était même comme un retour profond à la base. Tu vois. Ouais. Oui, faire des études, oui, faire de la recherche, faire des expériences en laboratoire sur les sols pour construire des sols urbains, etc., écologiques. C'était déjà très porteur de sens, mais j'avais besoin de revenir à quelque chose d'encore plus qui faisait sens. Et rien ne fait plus sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on observe et qu'on a observé ces dernières décennies beaucoup de personnes qui font un parcours complètement pas en lien avec l'environnement et la nature et décident de faire des reconversions professionnelles pour être éleveuse de brebis, pour être maraîchère bio. Et moi, j'en ai croisé pas mal de ces trajectoires-là, vu que j'ai été formatrice. Il y avait quand même 80% des promotions que j'accompagnais qui étaient des profils pas du tout ingénieur agronome, pas du tout bac agricole, et qui, voilà, je ne sais pas, étaient informaticiens et qui ont décidé un beau jour de reconnecter avec un travail qui faisait sens pour eux et qui reviennent à la terre. C'est quand même Ouais. très révélateur de notre époque, quoi, de Ouais, cette ouais. Ah quête ben, de sens. ouais, mais ça c'est vrai. C'est vrai qu'on est dans une période où en fait on a besoin de reprendre du sens, et c'est Mmh. aussi pour ça qu'il y a des personnes qui se lancent dans leur activité ou qui cherchent à se former, qui essayent à apprendre à se connaître. Il y a vraiment ce besoin de prendre du sens. Alors après, c'est peut-être le vivant, c'est peut-être un peu Mmh. importe. Je dirais que c'est un petit peu ça. C'est vraiment trouver du sens. Et je trouve que le rêve répond à un sens profond. Et c'est pour ça que j'aime bien le mot rêve, parce que le rêve, en fait, il donne du sens, il réjouit, il se dit, oh, mais ouais, mais j'ai trop envie de le faire. Et après, bon, on peut se restreindre, mais il y a quelque chose, quand le sens profond est là et que ça nous rend véritablement vivants, on a envie de le faire, même si derrière, on ne sait pas forcément le résultat qu'il va y avoir. Et ben, je peux le témoigner avec les interviews. Hein. C'est vrai que si je le regardais à chaque fois, ah, il y a tant de vues, ah, il n'y a pas assez de vues. Si je le fais pour les vues, objectivement, ben, je l'aurais peut-être pas été jusqu'à ce chemin-là, mais il y a quelque chose qui fait sens pour moi de le faire. Et je me dis, un jour, il va y avoir une explosion de visibilité pour toutes ces interviews, ou peut-être pas, mais ça n'a pas d'importance en réalité, parce qu'il y a ce truc de se dire, au moins, un peu en mode colibri, je mets ma graine et je fais ce que j'ai à faire. Et après,
comme je dirais, la visibilité, ben, j'ai pas la main sur les algorithmes, j'ai pas la main sur la mise en lumière ou pas. En tout cas, je fais ce qu'il faut de là où j'en suis. Et je dirais que ma foi, après, il y a quelque chose, ça le fait ou pas, et j'en sais rien en fait. Mais il y a quelque chose, tu vois, c'est pas le même vivant, mais c'est un autre vivant aussi, en tout cas, de porter la voix des femmes. Et puis, ben, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a vraiment, même si on n'est pas tout à fait dans le même domaine, il y a des choses en effet miroir, il y a des échos qui se font, il y a des résonances et c'est vraiment formidable. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Ben, merci. C'est d'une grande, grande richesse. Bah, je dirais on arrive un petit peu au terme. On pourrait continuer, hein. Oh oui, On pourrait continuer. Voilà, vraiment. je pense qu'on pourrait encore faire d'autres épisodes et pourquoi pas, hein, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on pourrait continuer à parler comme ça parce que c'est passionnant. J'aurais terminé cette interview en te disant, mais quel est le mot que tu as envie de partager voilà, à une femme qui passe par là, qui est peut-être dans une période de, je sais pas trop, j'ai pas de sens, qui sent un petit peu en disant, ouais, t'as vu le monde, il est quand même rude, c'est quoi en fait? T'as vu le résultat, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Est-ce que tu aurais un message à transmettre? Eh bien, j'ai une phrase là qui me trotte dans la tête ces derniers jours. Et là, je pense elle aurait tout son sens. Il y a quelque chose comme arrête d'être courageuse et aime-toi. Il y a vraiment cette notion d'amour. Là, tu vois, évidemment, si on regarde ce qui se passe autour de nous, si on regarde les guerres, si on regarde les famines à travers le monde, c'est désespérant. C'est désespérant, mais encore une fois, on choisit comment on veut et on peut se nourrir, la tête, les oreilles et le corps, ce qu'on fait rentrer dans notre corps, et que du coup, bah, en fait, si on arrête d'être courageuse et qu'on s'aime profondément, bah, c'est le début de tout. Et là, Mmh, après, c'est possible, tu retrouves le sens. L'amour de soi, c'est le début du sens, en fin de compte. ouais. C'est une jolie parole, merci beaucoup. Je trouve qu'elle est pleine de sens et elle donne la direction en tout cas. Au lieu d'aller vers l'extérieur, on revient à soi Mmh. et prendre soin de soi, c'est déjà une énorme chose en fait. Enfin, c'est un gros travail de prendre soin de soi parce qu'on n'a pas eu l'habitude. Donc merci beaucoup pour remettre les choses, les pendules à l'heure, je dirais, Mmh. d'une certaine manière. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as une actualité au niveau professionnel que tu as envie de partager avec nous là maintenant? Eh bien, actuellement, j'ai mon podcast que j'ai lancé il y a quelque temps maintenant, enfin il y a quelque temps, il y a à peine un mois en fin de compte. C'est un podcast qui s'appelle «Changer pour vrai», qui parle évidemment d'agriculture, de société et d'alimentation et que j'ai à cœur de continuer d'alimenter. Donc voilà, pour, celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller le consulter. Il est disponible sur toutes les plateformes et également, sur YouTube. Et voilà, puis après sinon, s'il y a des personnes intéressées par, justement, que ce soit l'accompagnement agricole, parce que je m'intéresse évidemment à beaucoup de choses, le bien-être en agriculture également, les femmes dans l'agriculture, également, bah, d'aller suivre, voilà, sur les réseaux sociaux, l'ère des maraîchères, c'est comme ça que s'appelle, ma marque actuellement. Ça pourra changer comme, je le dis, là, c'est que je m'autorise à prendre les chemins, qui me sembleront les plus pertinents. Donc voilà. Super. Ben, de toute façon, sous la vidéo ou au-dessus, enfin, ça dépend Mmh, sur quel réseau vous voyez cette interview, vous aurez les liens pour vous mettre en lien avec Sarah pour aller écouter son podcast. Et puis, si, voilà, si vous avez besoin d'être accompagné par Sarah pour reconnecter au vivant ou aller plus vers le vivant, eh ben, vous allez avoir tous les liens en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, ben, pour ceux qui ont aimé cette interview, comme je l'ai dit au début, mettez un pouce, un cœur. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Bénédicte au cœur de soi. Et plus en fait il y a d'abonnés, plus il y a de likes, plus il y a de visibilité. Donc voilà, je fais le job, je le transmets. Et puis après, ma foi, chacun fera comme il semble bon. Et c'est vrai que peut-être en partageant aussi cette interview autour des personnes autour de vous, ça peut arriver à une personne qui a besoin d'entendre ce message parce que nous sommes tous des messagers et des messagères. Et si vous avez envie de me soutenir sur ce projet-là, j'ai une cagnotte. Vous la trouverez également dans le descriptif de la vidéo.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview pour la 101e qui arrivera avec Stéphanie Angélique. Donc voilà, si j'en suis... Oui, c'est ça, tout à fait. J'essaie de me remémorer. Et moi, je tenais à te remercier, Bénédicte, pour justement cette initiative que tu as eue là d'interroger 108 femmes, parce que je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de donner cette voix aux femmes et qu'on nous entende dans nos parcours et dans la réalisation, d'oser réaliser nos rêves. Je trouve ça très, très inspirant. Moi, je dis merci aussi à toutes les femmes de répondre parce que moi, j'ai beau avoir l'idée, mais s'il n'y a aucune femme qui dit oui, mais voilà, donc ça se fait, c'est un peu du donner, recevoir, on est là ensemble et je dirais que moi, j'ai été inspirée par quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi et moi-même, des fois, je suis étonnée de ce projet-là et je me dis gratitude, en tout cas, pour nous toutes, d'œuvrer pour la voix des femmes et ça, c'est super important. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au Bénédicte, revoir.